Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et elle a été longue et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura évidemment été marquée par la montée des tensions sur les marchés européens, évidemment et d'autant plus sur le marché français, marché de la dette, marché actions. Un petit peu sur l'euro, mais ça, on va en reparler, c'est plus limité. Donc deux gros sujets cette semaine, l'actualité française avec ses répercussions européennes, donc un point sur les marchés, et puis ensuite toute la partie Fed, pardon, la partie Fed qui s'est également exprimée cette semaine, avec là aussi certaines informations intéressantes à surveiller pour la suite. Donc voilà pour les deux gros sujets, puis on verra dans quelques instants le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Donc la question française, on va y venir tout de suite. Le bilan est sans appel, le CAC 40 a perdu 6%, à peu près 6% cette semaine, par rapport à ces questions donc, de dissolution de l'Assemblée nationale et toutes les questions, tous les enjeux qui pèsent sur les élections de fin juin et début juillet. Le CAC 40, c'est moins 9% par rapport à son sommet historique qui avait été inscrit au courant du mois de mai. C'est donc l'indice qui ces derniers jours a le plus reculé au niveau de la zone euro, où on voit que les actifs français sont plus vendus que les actions européennes, d'autres indices, même si on a quand même vu des pays assez fragiles aussi d'un point de vue de la dette, en tout cas comme l'Italie. On a vu que les actifs italiens étaient un peu plus vendus aujourd'hui notamment, et le MIB notamment, par rapport à un indice comme le DAX. Et ça, on peut le rapporter aussi, et surtout à ce que l'on voit sur le marché obligataire. La grosse actualité, même si on s'intéresse tout le temps aux actions évidemment, le gros sujet et pourquoi les actions baissent aussi autant, c'est parce que d'abord il se passe des choses sur le marché de la dette souveraine. Et là-dessus, on voit que l'écart avec l'Allemagne, c'est ce qu'on appelle le spread de taux, c'est-à-dire l'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, il a atteint cette semaine donc à quasiment 0,8%, pas loin. Il a atteint un niveau qu'on n'ait pas vu depuis 2017 et très proche également de niveaux qu'on n'ait pas vu depuis 2012. Donc 2016-2017, c'était l'époque un peu post-Brexit, les tensions aussi avec l'administration Trump, les questions de guerre commerciale ou autre. Donc c'est ça qui avait à l'époque lifté les écarts de taux. Et si on enlève cet épisode-là, il faut revenir ensuite à 2012 pour revoir un écart aussi élevé entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Donc c'est évidemment un signe de défiance même forte de la part des marchés. Et ce qui est assez inquiétant, on va dire, c'est qu'on avait démarré la semaine, le lundi, il y a eu quelques signaux sur le marché action surtout. Le CAC a ouvert à 2% de baisse, mais c'était quand même sur les spreads, ça avait bougé, mais c'était pas dans des ampleurs aussi, dans des mouvements aussi importants. Et ça s'est accentué au fil de la semaine. Et il y a eu un événement aujourd'hui qui a été notamment la constitution du groupe, du bloc de gauche, où on a eu pas mal d'annonces de la part des responsables de différents partis de gauche, extrême gauche, et ça a ajouté une dose supplémentaire d'inquiétude au marché. Et on a vu d'ailleurs que les marchés ont accentué leur dégradation après la formation de ce bloc et après différentes annonces, et notamment des annonces concernant la fiscalité. Vous avez vu que certaines annonces ont été faites sur la fiscalité des ménages les plus fortunés, qui pourraient donc évoluer s'il y avait un changement effectivement de gouvernement et donc de majorité globale, mais également il y a eu des déclarations sur la fiscalité pour les entreprises, notamment visant les super profits. Et ça, évidemment, on pense tous directement au pétrole, au luxe, aux banques notamment. Et donc, c'est là qu'on voit que les sujets domestiques impactent un indice comme le CAC 40, qui est pourtant constitué de valeurs à dimension internationale. Les groupes du CAC 40, la plupart, sont implantés à peu près partout, ou en tout cas vendent à peu près partout en termes d'exportation ou autre. Donc, ce sont des groupes mondiaux, et on voit que les sujets domestiques, et notamment quand on commence à parler de fiscalité, de changement de règles aussi, par rapport aux règles, par rapport au prix du gaz, de l'électricité ou ce genre de choses, de règles européennes. Donc, on voit que cela inquiète plus fortement donc les investisseurs par rapport aux actions françaises, et c'est pour ça qu'elles ont plus vendu. Donc, il y a à la fois l'effet des mouvements sur les taux qui impactent les actions, et ensuite les sujets liés à la politique, les annonces politiques qui ont été faites par les mouvements qui commencent à se constituer, par les blocs qui commencent à se constituer en vue de l'élection. Voilà pour les repères, et finalement on se rend compte par contre, et ça c'est la seule petite bonne nouvelle on va dire de cette semaine, c'est qu'en revanche l'euro n'a pas trop bougé par rapport au dollar. Il a un peu baissé, mais c'est 1,2, 1,3% sur l'ensemble de la semaine de baisse par rapport au dollar, donc c'est assez contenu de ce côté-là, c'est quand même plutôt pas mal. C'est la seule bonne nouvelle, le seul marché qui a été assez peu animé. Les matières premières aussi on peut bouger, on peut bouger, pas beaucoup, donc ça c'est assez normal, mais ça c'est vraiment focalisé cette semaine en termes de stress sur l'obligataire souverain, donc sur les obligations françaises, allemandes, etc. et sur les obligations françaises surtout. Alors intéressant aussi, et sur les actions donc, mais intéressant de souligner aussi que quand on parle de l'écartement du taux avec l'Allemagne, du 10 ans français par rapport à l'Allemagne, c'est pas tant le 10 ans français qui est parti à la hausse. Si vous regardez cette semaine, ça a surtout grimpé sur le 10 ans français
les taux ont grimpé lundi et mardi. Mercredi, ça a commencé à se détendre un petit peu. Et aujourd'hui, ou pourtant, donc vendredi, là il est 17h30 au moment où j'enregistre ce podcast, on a vu, c'est aujourd'hui qu'on a vu les écarts les plus élevés depuis 2017 avec l'Allemagne au niveau des taux à 10 ans. Et pour autant, le 10 ans français n'a pas plus grimpé. Alors à quoi c'est dû? C'est surtout dû au fait que c'est le taux 10 ans allemand qui est parti très fortement à la baisse. Et pourquoi il est parti fortement à la baisse? Parce que c'est un signe de l'appétit des investisseurs pour la dette allemande, qui constitue une valeur refuge par excellence quand vous avez quand vous avez des stress en fait en zone euro, des stress qui soient politiques, qui soient financiers ou autres. Très souvent, les obligations allemandes, le Bund notamment, est une valeur refuge. Et quand vous avez une forte demande envers un segment obligataire, les obligations allemandes, eh bien, vous savez que les taux partent dans l'autre sens. Quand vous avez une grosse demande sur un produit, ça fait monter les prix, et vous savez que les taux, les rendements partent dans le sens opposé. Donc, on peut dire que d'un côté, tant mieux que le taux de 10 ans français ne soit pas les plus hauts, mais il n'avait pas besoin d'aller plus haut pour que les spreads, pour que l'écart avec l'Allemagne se creuse, parce que c'est surtout sur l'Allemagne que les investisseurs se sont rués, donc comme valeur refuge. Donc c'est quand même un signe d'aversion au risque, malgré tout, même si ce n'est pas le taux de 10 ans français qui monte, tant mieux quand même pour nous, pour les questions de coût d'emprunt, mais l'écartement des taux avec l'Allemagne, et donc la forte baisse du taux allemand est un vrai signe de crainte, et donc de ruée finalement sur les obligations allemandes. Donc voilà pour le constat qui a été fait cette semaine. Donc évidemment, la crainte qu'on peut avoir, c'est que l'élection, ce n'est pas encore demain. On a encore 2 bonnes semaines avant la première date d'élection, et puis ensuite l'autre tour en juillet. Donc ça peut, alors je ne dis pas qu'on aura 2 semaines encore au rythme de celle que nous avons eue cette semaine-là, mais on n'imagine pas, sauf vraiment déclarations politiques inattendues ou je sais pas, certaines dissensions, certains mouvements qui sont formés puis qui finalement ne vont pas au bout. Enfin, vous voyez des blocs qui tenteraient de se former, qui ne se forment pas. Vous voyez, il faudrait qu'il y ait une situation politique finalement où les déclarations qui ont jusqu'à présent inquiété et qui fassent un peu marche arrière, mais vu qu'on est en pleine campagne, il serait étonnant que les propos se modèrent durant la campagne. Donc on a du mal à voir comment dans les 10-15 prochains jours, la situation pourrait nettement s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se dégrader au même rythme que ces derniers jours, mais on a du mal à voir en revanche comment ça pourrait significativement s'améliorer. Après, la question des fortes chutes du marché action en Europe notamment, sur le marché français, moi, mon sentiment, c'est quand même l'impression que ça laisse une opportunité pour ceux qui, par exemple, trouvaient que le CAC était trop cher au-delà de 8000 points, qui attendaient des points de repli pour l'acheter. Je ne dis pas qu'on attendait du coup le stress politique pour le faire. Ça, c'est vraiment une espèce de mini Black Swan. C'est un événement inattendu. Mais disons que ces 9% de baisse du CAC 40 en l'espace d'un mois, c'est quand même plutôt pour un investisseur patient, je dis bien, qui est prêt à attendre plusieurs mois derrière, c'est plutôt un niveau intéressant pour intervenir, plutôt qu'un niveau qu'il faut complètement fuir, si vous voulez. Je dis bien à condition d'être patient et de pouvoir tenir ses positions ensuite pendant plusieurs mois, 12 mois, 18 mois. Et c'est le même constat qu'on peut faire sur des indices comme le MIB en Italie, par exemple, qui est un indice qui, moi, je trouve toujours intéressant du point de vue de ses fondamentaux et qui est secoué actuellement par ces questions de mouvements sur les taux, parce que l'Italie aussi est un pays qui est endetté, donc forcément, il y a un peu de contagion sur le marché souverain où les spreads de l'Italie avec l'Allemagne, les spreads de taux s'élargissent aussi un petit peu, mais il me semble que ça ne remet pas fondamentalement en cause pour l'Italie ce qu'on a vu se développer sur le marché action italien, par exemple depuis 6 à 9 mois, si vous voulez. Donc ces actions qui restent aussi relativement peu chères, les actions italiennes, vous voyez, on a l'impression que ce sont pas mal d'indices comme ça qui étaient déjà assez attrayants avant cet événement-là, mais maintenant qu'on a eu ces corrections de plusieurs pourcents, c'est, encore une fois, pour quelqu'un qui prendrait un peu son temps pour investir, je pense que ces creux peuvent être mis à bon usage. Après, si on doit donner des niveaux où le marché pourra aller en cas de stress plus intense, sur le CAC 40 par exemple, vous reliez les creux de 2020, pour le creux du Covid donc, et le creux de 2022, ça vous donne une espèce qu'on appelle une oblique support. Les niveaux actuellement où passe cette oblique support par rapport au cours actuel, c'est 7000 points. Alors au moment où on se parle, on est aux alentours de 7500 points. Donc il me semble que ces zones-là, si le marché devait faire ce qu'on appelle une capitulation, c'est-à-dire vraiment un stress un peu plus intense, une espèce de panique un peu momentanée, on appelle ça une capitulation sur les marchés, c'est un signe d'avant-rebond aussi. C'est-à-dire qu'il me semble que oui, le 7000 points sur une capitulation, un schéma un peu paniquant, pourrait être atteint. Mais j'ai quand même l'impression qu'on n'aura pas le même risque qu'on avait couru lors de la crise Covid où le marché a perdu plus de 30%. Idem en 2022 où la correction avait été quand même très très sévère. Donc vous voyez, ça fait quand même 2 grosses corrections en 2020 puis en 2022. À un moment donné, les corrections, elles ne s'installent et elles ne restent que quand effectivement les risques sont perçus comme étant de nature suffisamment forte pour justifier de tels replis, si vous voulez. Là, on est tout d'accord que si effectivement il y avait des craintes fiscales fortes et des changements,
on aurait de quoi comprendre ces mouvements-là. Mais il y a aussi après la question de la réelle politique qui est mise en place, sans préjuger ou présager de ce que sera le résultat de l'élection. On a vu dans d'autres pays européens, les pays voisins comme l'Italie par exemple, que certains partis considérés comme extrêmes, ce qu'ils sont, mais dans la politique de tous les jours, en tout cas en termes de budget, en termes d'orientation européenne, en termes de géopolitique aussi, n'adopte pas, l'Italie n'a pas adopté de divergence forte avec l'Europe. Je ne parle pas sur tous les sujets, mais sur les sujets que le marché peut craindre, géopolitique, convergence européenne, maintien de l'euro et puis les questions d'endettement. On a vu que le pays voisin comme l'Italie par exemple avait vendu certaines participations que le gouvernement détenait dans certains groupes pour essayer de résorber un peu le déficit. Vous voyez, il n'y a pas eu d'alerte macroéconomique forte, malgré le fait que l'extrême droite soit au pouvoir. Donc encore une fois, l'idée n'est pas de dire formidable, tout va bien, c'est de dire il y a aussi la crainte qu'on peut avoir en amont. Déjà, on ne sait pas le résultat de l'élection, premièrement. Que sera le résultat de l'élection? Personne ne le sait. Si ensuite ça devait être des blocs qui se forment, ou extrême droite, bloc de gauche incluant l'extrême gauche, et puis bloc à droite, alors ça c'est effectivement le gros sujet du moment, est-ce qu'il y aura un bloc à droite ou pas, ça on verra. Mais il y a ensuite la réalité politique une fois que le ou les partis sont en place. Voilà. Et ça peut être encore différent, même probablement différent de ce qu'on a entendu pendant la campagne. Donc, bon, ceci pour dire quoi? Donc pas pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter du tout, okay, mais que le marché aussi a souvent tendance à anticiper très fortement les choses, de manière très épidermique. Donc voilà, à un moment donné, on arrive aussi sur des niveaux, il faut aussi après regarder les fondamentaux des entreprises. Est-ce que les choses ont fondamentalement changé pour les entreprises en l'espace de quelques jours? Pas vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il me semble que cette zone, 7000, 7005, voilà, c'est une zone, bon, je serais assez étonné qu'on parte durablement en dessous. Que l'on vienne chercher sur une panique forte, une espèce de chasse d'eau, puis après on remonte, oui, mais que l'on reste durablement sur ces niveaux-là, ou sur ces niveaux-là, je serais quand même un peu étonné. Donc ce sera à suivre, évidemment, et à surveiller dans les podcasts des prochaines semaines. L'autre actualité de la semaine, on va passer rapidement là-dessus, parce que là on était très focalisé quand même sur les questions françaises et européennes, c'est la Fed. Donc on a eu cette réunion de la Fed cette semaine. Ce qui nous a le plus marqué, on va dire, cette semaine, c'est les nouvelles projections de la Fed. Alors, ces projections, vous savez qu'il y a 3 types de projections. Il y a 3 éléments importants qu'on regarde. Les nouvelles projections d'inflation, nouvelles projections de taux et nouvelles projections de taux de chômage d'ici la fin de l'année. Et cet exercice de projection, la Fed le réalise 4 fois par an, donc 1 fois par trimestre. Donc là, c'était par rapport aux dernières projections de mars, l'occasion de voir ce que la Fed avait changé. Elle n'a pas changé ses projections de croissance, elle n'a pas changé ses projections de chômage, elle a simplement changé ses projections d'inflation, mais elle les a relevées. Les projections d'inflation de la Fed, à horizon fin 2024, d'inflation PCE notamment, qui est la mesure surveillée par la Fed, eh bien, ont été relevées. Et donc, c'est accompagné d'un discours relativement, on va dire, semi-faucon de Jérôme Powell, qui expliquait que le degré de confiance n'était pas encore atteint pour commencer à baisser les taux, qu'il faudrait plusieurs publications, parce qu'il faisait référence à ces chiffres d'inflation qu'on a eu cette semaine qui étaient un peu meilleurs qu'attendus. Donc il a dit aux journalistes, à tout le monde, au marché, il nous faudra plusieurs moutures de cette nature-là, plusieurs sets de publications de cette nature-là pour commencer à baisser les taux. Donc plusieurs, ça sous-entend donc juillet probablement, peut-être août encore, et peut-être une fenêtre de tir effectivement s'ouvrira pour septembre pour la première baisse de taux. Donc ça c'est le constat de ces déclarations. Il y a aussi les projections des membres de la Fed en termes de niveau de taux. Vous savez que la Fed a ce qu'on appelle un taux cible qui est dans une fourchette. Actuellement cette fourchette c'est 5,25, 5,50. Aux dernières projections de mars, les projections faites par les membres de la Fed sur le niveau des taux en fin d'année anticipaient donc 3 baisses de taux de 25 points de base par rapport à ce niveau-là. Donc en gros, 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Sur les dernières projections là, de juin, il y a quelques jours, donc, on est revenu à une seule baisse de taux anticipée. Donc vous voyez, c'est quand même une dégradation par rapport aux baisses de taux. On pensait qu'il y aurait 3 baisses de taux il y a 3 mois de cela, sur l'ensemble de l'année. Désormais, les membres de la Fed nous disent non, nous, par rapport à ce qu'on voit de l'évolution de l'inflation ou autre, on pense désormais qu'il n'y aura plus qu'une baisse de taux. Donc vous voyez, je trouve que le bilan de cette conférence et de cette réunion de la Fed, c'est quand même un ajustement, un petit tour de vis quand même, par rapport aux projections précédentes, par rapport à la vitesse et la capacité de la Fed à pouvoir baisser les taux. Et donc, je suis un peu surpris toujours que les marchés américains gardent une telle forme, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de volatilité sur les marchés américains. On était à 12, 13 de volatilité ces derniers jours, alors que les marchés européens, et ça c'est un gros sujet de la semaine, les marchés européens se montent aujourd'hui à 22 de volatilité, alors que les marchés américains sont restés entre 12 et 13. C'est des grosses divergences de volatilité qui n'arrivent que très peu souvent, très rarement dans de tels écarts de volatilité. Donc soit ça signifie que
la volatilité en Europe est exagérée et qu'elle va retomber pour se réaxer sur la volatilité américaine, soit ça signifie qu'à un moment donné, les marchés américains vont embrayer un peu par rapport à la volatilité européenne et que le VIX, donc l'indice de volatilité du SP500, va commencer à repartir un peu à la hausse. Et c'est vrai que ce genre de conférence de presse qu'on a eu mercredi aurait pu être un peu un alibi utilisé par certains traders pour dire bon, on a un peu moins de baisse de taux prévue. Alors oui, la croissance tient bon, Jérôme Powell est rassuré et est rassurant par rapport à l'emploi, donc ça c'est quand même un élément important par rapport aux résultats. Mais ça veut aussi dire que la politique monétaire restrictive, parce qu'elle est restrictive, eh bien, va s'appliquer plus longtemps que prévu. Et à un moment donné, si elle s'applique plus longtemps que prévu, n'y a-t-il pas là, in fine, un risque pour l'économie ? Donc c'est ça, selon moi, que les marchés actions auraient pu commencer à intégrer un peu comme risque, et avec donc quelques prises de gains, mais on voit que pour l'instant, c'est toujours pas le cas, et c'est vraiment des marchés en béton. Et il y a surtout le segment de la tech, on voit que c'est surtout sur la partie tech aux États-Unis que ça continue d'être bluffant en termes de résilience, avec des records qui sont encore battus sur des titres comme Nvidia, qui sont déjà chers, même très chers par rapport à d'autres valeurs du même acabit, j'ai envie de dire, du groupe des 7 magnifiques, que sont Apple ou autres. On est vraiment sur des valeurs qui deviennent vraiment chers pour Nvidia, et ça n'empêche pas. Donc c'est là aussi que l'on commence à parler un peu de risque, un peu de bulle ou de bullette sur certaines valeurs américaines, parce que voilà, l'absence de prise de gains temporaire, l'absence de retour de légère volatilité, alors même que les déclarations des membres de la Fed ne sont pas plus accommodantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois, eh bien c'est là selon moi qu'il y aura un peu de place pour quelques prises de gains sur la partie américaine, mais force est de constater que ça reste un marché en béton pour l'instant. Voilà pour les gros sujet de la semaine. Il nous reste quelques secondes donc pour présenter la semaine prochaine quelques échéances intéressantes. Lundi, on aura donc dans la nuit de lundi, on aura les chiffres sur la Chine, des chiffres de production industrielle, de vente au détail, d'investissement notamment dans l'immobilier. Donc intéressant par rapport à la trajectoire de reprise macro chinoise qu'on observe depuis quelques mois. On aura donc toujours évidemment la suite des élections, enfin de la dissolution de l'Assemblée nationale, de l'actualité française qui continuera évidemment d'agiter le marché. Peut-être des gaps à attendre sur le marché. Vous savez, les gaps, c'est les écarts de cotation entre les cours de clôture vendredi et les cours de clôture lundi, selon ce qui va se dire ce week-end. Si effectivement l'ambiance continue d'être nerveuse, gap à la baisse lundi. Si en revanche il y a quelques déclarations qui apaisent un petit peu ou autre, gap à la hausse. Donc probablement qu'on aura une journée de gap lundi. C'est-à-dire que sur les gros indices européens, on n'ouvrira pas au même niveau probablement que les cours de clôture de vendredi. On aura également lundi tout ce qui est un indice d'activité manufacturière aux États-Unis, l'indice Empire. Et on aura ensuite mardi décision de la Banque d'Australie sur sa politique monétaire. On aura le sentiment économique en Allemagne via l'indice ZEW, donc ZEW, indice ZEW. On aura les ventes au détail, important les ventes au détail, parce que là on a eu ce vendredi un chiffre sur la confiance des consommateurs aux États-Unis qui retombait à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 7 mois. Donc une petite dégradation de la confiance des consommateurs apparemment dans les enquêtes, en tout cas c'est ce qui ressort, et avec des consommateurs américains qui n'ont quand on les a sondés, qui expliquent qu'ils ne pensent pas que l'inflation va ralentir dans les prochains mois. Ils estiment toujours que sur les 12 prochains mois, l'inflation va être à 3,3%. Donc vous voyez, on a un peu moins confiance du côté du consommateur américain, tout en craignant que l'inflation ne reste persistante sur les niveaux là où elle est. Donc un révélateur de ça c'est qu'une enquête d'opinion. On verra si dans les chiffres ça se traduit comme tel, avec les ventes au détail, donc mardi après-midi pour les États-Unis. Mercredi, ce sont les chiffres d'inflation au Royaume-Uni qui précéderont de 24 heures la décision de la Banque d'Angleterre. Jeudi, donc, une décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux, attendue parce que justement, elle n'a toujours pas baissé ses taux, la Banque d'Angleterre. C'est comme la Fed, et on verra si elle ouvre un peu plus la voie à cela. On se souvient que les derniers chiffres sur les revenus, notamment britanniques, les revenus qui progressent toujours à un rythme très, très soutenu, quasiment 6% de progression en rythme annuel pour le revenu moyen au Royaume-Uni. Donc c'est très important. Est-ce que c'est cohérent avec une baisse de taux de la Banque d'Angleterre ? On aura la réponse jeudi prochain. La Banque centrale suisse également, la SNB, donc la Banque nationale suisse, ajustera sa politique monétaire, ou en tout cas communiquera sa politique monétaire jeudi prochain. On aura également des chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. On a vu cette semaine qu'ils avaient été plus importants que prévu. Peut-être un signe que le marché de l'emploi continue de se détendre un petit peu. Donc est-ce que c'est favorable à une progression moins forte des salaires qui arrangerait bien la Fed par rapport à l'inflation? C'est ce que l'on surveille. En tout cas, il y a une détente depuis quelques temps maintenant du marché de l'emploi américain. Ça, c'est quand même à noter. Et d'ailleurs, Jérôme Powell l'a souligné comme tel lors de son intervention mercredi soir. On finira la semaine prochaine avec les indices d'activité en zone euro, les fameux PMI, manufacturiers et services notamment, pour l'ensemble des pays de la zone euro. Et puis également, pour les Américains, ce sera les PMI services et manufacturiers vendredi après-midi aux États-Unis. Voilà pour ce petit récap hebdomadaire, cette analyse. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.